Alors que nous fêtons le 50e anniversaire de l'amitié franco-allemande, la germanophobie est à son comble. L'Allemagne est devenue synonyme d'austérité, d'intransigeance, d'égoïsme. Il y en a certains qui se demandent même, heureusement pour rire, s'il ne faut pas lui déclarer la guerre, 70 ans après la dernière. Alors l'Allemagne est-elle vraiment l'ennemi public numéro un? Tout ce qui va mal en Europe, est-ce que c'est de sa faute? On en débat ce soir avec Emmanuel Todd, avec Jean Quatremer, Marie-France Garot, André Wilms, il y a également Benoît Dutertre, Guillaume Clossard. Rassurez-vous, il y aura aussi des Allemands. Ulrike Geroth et Joachim Bitterlich viendront nous rejoindre dans quelques instants. Et l'on terminera avec l'exposition du Louvre sur la peinture allemande qui divise elle aussi les Français et les Allemands. Générique. Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais pour une émission historique, m'a-t-on dit, puisque jamais ou quasiment jamais on a consacré toute une émission à l'Allemagne, à l'amitié franco-allemande. Alors évidemment à émission historique, invité historique, puisqu'il y a Emmanuel Todd, vous êtes historien, démographe, anthropologue, politologue, vous êtes l'auteur de L'invention de l'Europe, de l'illusion économique qui avait été publié en allemand sous le titre Die néolibérale Illusion, de l'origine des systèmes familiaux, du mystère français, coécrit avec Hervé Lebras. Tous ces livres parlent d'une manière ou d'une autre de l'Allemagne, comme elle parle de toutes les nations, car vous croyez toujours aux nations. Marie-France Garot, vous êtes présidente de l'Institut international de géopolitique qui publie la revue Géopolitique. Dans votre dernier livre, Imposture politique, c'était un réquisitoire contre nos dirigeants qui, d'après vous, ont accepté la vassalisation de la France et l'ont transformée en colonie de l'empire euro-germano-atlantiste. Benoît Dutertre, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans dont Tout doit disparaître et À nous de Paris. Votre dernier livre, Polémique, est un recueil d'articles, la plupart inédits, sur notre époque, que ce soit le mariage gay, la légalisation des drogues, l'enfant roi ou le néolibéralisme allemand, en face auquel vous reprochez aux Français de n'avoir jamais eu de véritable contre-projet, la France n'ayant plus aucune vision européenne qui lui soit propre d'après vous. André Wilms, vous êtes comédien, né à Strasbourg, vous avez joué au théâtre nombre de grands auteurs allemands comme Brecht, Frank Wedekind, Jörg Büchner ou Heiner Müller. Vous avez joué également sous la direction de metteurs en scène allemands comme Klaus Michael Gruber, qui fut l'un des grands de ces 40 dernières années. Au cinéma, vous avez débuté dans un film franco-allemand, Il faut tuer Birgit Haas, en 1981. Et vous serez à l'affiche d'Un château en Italie de Valeria Bruni Tedeschi, qui est en compétition au prochain Festival de Cannes. Jean Quatremer, vous êtes journaliste, correspondant de Libération à Bruxelles et auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Vous êtes l'auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages sur l'Europe, le dernier étant Debout l'Europe, le manifeste pour une révolution post-nationale de Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt. Vous êtes également l'auteur de Sexe, mensonges et médias. Enfin, Guillaume Clossard, vous êtes le président d'Europa Nova, un centre de réflexion et d'action européen basé à Paris, que vous avez fondé il y a 10 ans avec Enrico Letta, qui est devenu depuis le président du Conseil italien. Vous avez été le conseiller spécial de Jean-Pierre Jouyet au moment de la présidence française de l'Union européenne. Vous êtes l'organisateur des États généraux de l'Europe en 2007, 2009, 2010 et 2012. Et l'expansion vient de vous classer parmi les 50 personnalités françaises les plus influentes en matière économique. Vous êtes classé parmi les pragmatiques. Et votre dernier livre, Europe, la dernière chance, avec Jean-François Jammet, a reçu le prix du meilleur livre européen en 2012. Alors on commence tout de suite par l'actualité de l'amitié franco-allemande. Et c'est pas joli, regardez. Le couple franco-allemand est-il en péril? Depuis quelques jours, les attaques des socialistes français envers Angela Merkel se multiplient. Jeudi, c'est Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui enfonce le clou et n'hésite pas à envisager, s'il le faut, la confrontation avec l'Allemagne. C'est une confrontation entre deux lignes économiques, deux lignes politiques. Le terme de confrontation,
C'est celui qui a été utilisé ces derniers jours, est un terme qui est totalement inapproprié. Vous n'avez pas le président du Parlement allemand critiquant M. Hollande. Il vous pousserions des cris d'indignation. Non mais mêlez-vous de ce qui vous concerne. Dans le journal Le Monde, Alain Juppé dénonce le péril mortel d'une confrontation avec Berlin. Pour lui, la confiance avec l'Allemagne est rompue. C'est de l'insolence ce que les socialistes racontent. On ne peut pas rendre l'Allemagne responsable du mauvais état économique de la France. Je suis en colère que notre ami le plus proche nous critique de la sorte. Hier soir, ultime charge. Dans un projet de texte sur la politique européenne, le PS dénonce l'intransigeance égoïste de la chancelière Merkel. Le Parti socialiste vient de faire un texte d'une agressivité, d'un manque de responsabilité insigne. Le couple franco-allemand, c'est quand même ce qui fait marcher l'Europe. On s'attaque au fond, qui est comment justement on construit ce rapport de force avec les droites européennes, dont Angela Merkel est la figure de proue. Ce n'est pas nouveau que l'Allemagne et la France expriment des différences politiques ou économiques, mais la coopération franco-allemande est pour nous essentielle. Jean-François Copé et François Fillon ont publié un communiqué commun dénonçant la responsabilité personnelle du président Hollande dans ce climat qui est qualifié de germanophobe. Comment aujourd'hui est-il possible de développer des arguments de germanophobie ? Non, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune raison d'opposer d'une manière absolument frontale un pays et un autre. Nous sommes amis. Quand une situation se tend, les blessures se rouvrent sur les vieilles cicatrices. C'est la leçon de l'histoire. Il faut donc veiller avec beaucoup de soin à ce que nous faisons avec les Allemands. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est nous retrouver ensemble pour une Europe qui soit celle de la croissance, de l'emploi. Et c'est ça le sens du débat que nous avons engagé. Et je le dis toujours, il y a un débat et il y a la fin, ça se passe toujours avec un compromis entre la France et l'Allemagne. Guillaume Clossat, une réaction ? Oui, moi je pense qu'il y a une partie du Parti socialiste qui est déçue parce qu'il pensait qu'il y aurait un rapport de force différent avec l'élection de François Hollande. Et le couple franco-allemand, c'est pas forcément uniquement de la force. Et donc ils ont besoin d'un bouc émissaire à un moment où la situation politique et économique va mal en France. Et la chancelière fait office de bouc émissaire, tout simplement. C'est comme ça que vous le voyez, vous. C'est une vision de la chose. Pourquoi pas. Hélène Liard Delacroix, vous êtes professeure d'histoire de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. C'est sous votre direction et sous celle de Rainer Markowitz que vient d'être publié 50 ans de relations franco-allemandes. Alors, c'est une amitié, l'amitié franco-allemande, qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. On se souvient toujours de Gaulle et Adenauer qui s'embrassent, mais c'est le tout début. Après, De Gaulle et le successeur d'Adenauer, Erhard, ou le successeur d'Erhard, Kissinger, ça se passe pas bien du tout. En fait, ça n'a pas toujours été le nirvana entre l'Allemagne et la France depuis 50 ans. Non, et on se raconte surtout beaucoup d'histoires, et ça sert à construire notre présent, parce que même Adenauer et De Gaulle, ça n'a d'abord pas été le début, il y a eu des prédécesseurs, et puis surtout, il y a eu à chaque fois une volonté de faire mieux que les précédents, de prendre une symbolique qui parle plus, et puis de tirer au fond des avantages en politique intérieure une bonne image constructive avec le voisin. Donc c'est vrai qu'on présente une belle histoire, une succession de belles images comme dans toutes les familles. Entre ces images, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup de compromis. Il y a eu donc Willy Brandt et Georges Pompidou, par exemple. Ça se passe bien à ce moment-là ? Alors, on a beaucoup travaillé sur cette question. Actuellement, la recherche montre qu'au fond, ils ont assez bien construit ensemble, puisque c'est là qu'on a décidé d'approfondir la construction européenne au sommet de l'Alliance 69. C'est vrai que c'était deux personnalités qui fonctionnaient pas très bien et qu'on a tendance à vouloir personnaliser le couple et à chercher dans une entente d'un homme et d'une femme ou de deux hommes, au fond, la cristallisation de ce que serait deux peuples. Alors déjà, c'est se faire des illusions sur l'unité de peuple, et puis c'est considérer que seulement l'entente de deux personnes rassemblerait tous les intérêts d'un pays. C'est faux. À chaque fois, chacun des deux pays, chacun des partenaires a des intérêts à défendre, a une opinion à soigner et cherche au fond, par le biais de compromis, à gagner le maximum de choses. Alors je ne dis pas que là, il y a des arrière-pensées, mais il y en a quand même. Comment vous vous souvenez des rapports entre Georges Pompidou et Willy Brandt, Marie-France Garot? Je crois de toute manière qu'on a tout à fait tort de parler d'humeur, de couple, d'amitié, etc. Les rapports entre États sont des rapports de force, point. Toujours.
toujours. D'ailleurs, les rapports entre deux êtres humains sont aussi des rapports de force. Les rapports de couple sont des rapports de force. Ça veut dire que les rapports de force ne sont pas forcément agressifs ou tumultueux. Ça veut dire que chacun a des atouts, l'autre a des atouts, ce ne sont pas les mêmes. Et que chacun fait en sorte que ce qu'il considère comme important soit respecté ou pris en compte. Alors moi, l'accouplement Allemagne-France, ça me sort par les yeux, je dois vous le dire, ça me sort par les yeux. Donc l'époque entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, on a l'impression que là, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Par conséquent, il a un jour dit ces propos. La paix ne renaîtra pas en Europe si les nations se reconstituent à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. Autrement dit, ce que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Et pas politique. Ils n'ont jamais eu l'idée d'une Europe politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe sous nos yeux est la réalisation de cette pensée. L'amitié franco-allemande, au départ, dans l'esprit du général de Gaulle, d'ailleurs, c'était une façon de faire la nique aux Américains. Non, mais tout le scénario depuis le début est justement cette lutte entre une politique américaine qui est celle de la disparition du politique en Europe et la volonté de Gaulle qui veut maintenir une politique en Europe, et Adenauer aussi. C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils étaient d'accord. Alors les modalités pour chacun des États de cette chose sont différentes, bien entendu. Mais il y a un exemple classique, c'est celui du fameux traité de l'Élysée. Bon. Entre De Gaulle et Adenauer, on les voit qui s'embrassent. Bon, si vous voulez, le traité de l'Élysée a été fait parce que le plan Fouché avait échoué. Le plan Fouché était un plan conçu par De Gaulle, accepté par Adenauer et par les Italiens, et qui a échoué parce que Spaak, belge, sur consigne américaine, l'a fait échouer. C'était très clair puisqu'il a dit « ce plan me conviendrait, mais je n'en veux pas ». Il fallait que ça échoue. Rappelez-nous, parce que le plan Fouché, on s'en Le plan Fouché, c'était un plan qui avait élaboré... Quand le général est revenu au pouvoir en 1958, il a voulu précisément que la France soit en situation de rapport de force avec ses partenaires, dont l'Allemagne. Alors l'Allemagne avait des atouts, la France devait en avoir d'autres. Elle n'avait plus la puissance militaire. Il faut tout de même se souvenir que les Américains sont rentrés en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, contraints et forcés, parce que la France n'avait pas, selon eux, tenu son rôle. Parce que la défaite française avait obligé, en quelque sorte, à terme, l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et il faut se souvenir également qu'en 1949, après avoir, eux, les Allemands, refait un État allemand, en 1959, Adelman a dit à ce pauvre Robert Schuman qui avait son crayon et son papier parce qu'il prenait des notes puis après il rendait la copie, je veux des soldats allemands en uniforme en 1951. Et il les a eus. Et en 1951, l'Allemagne était partenaire des États-Unis dans l'OTAN. Autrement dit, les États-Unis se sont appuyés sur l'Allemagne pour que avance cette Europe fédérale et non pas confédérale. Et De Gaulle s'y est opposé. Et Adenauer, qui était de son avis, après l'échec du plan Fouché, le plan Fouché était un plan qui organisait cette confédération. C'est-à-dire les États survivent et ils sont réunis par des accords, mais ils maintiennent leurs éléments essentiels de souveraineté. Le plan Fouché a échoué. Adenauer et De Gaulle, qui voulaient maintenir cette racine de confédération, ont fait le traité de l'Élysée. Or, le traité de l'Élysée qui a été voté par le Parlement français est allé ensuite au Parlement allemand, au Bundestag. Et au Parlement allemand, le Bundestag a voté un préambule
qui n'avait pas été soumis antérieurement, qui donc n'avait pas été examiné par le Parlement français, dans lequel il était prévu que le traité ne portait atteinte en aucune manière à la primauté des traités antérieurs, c'est-à-dire des traités américains. Et ça n'avait pas fait plaisir au général de Gaulle. Ça n'avait pas, le général n'était pas là, mais avant, Jean Monnet était dans les tribunes, et après ce vote, le Parlement, le Bundestag s'est levé, applaudi, alors que le chancelier allemand, qui avait d'ailleurs viré entre-temps le chancelier Adenauer, allait féliciter Monnet dans les tribunes. C'est très clair. Ça a été le point de départ flagrant d'une dualité politique caractérisée entre l'Allemagne et la France sur la situation européenne, avec la considération que les Allemands savaient déjà que leur organisation institutionnelle fédérale, on en reparlera sans doute plus tard, faisait qu'eux n'étaient pas pris dans le piège du fédéralisme. Jean Quatremer. Oui, c'est ce que vient de dire Marie-France Goiraud est exact, mais c'est la présentation qui est un petit peu tordue, si vous voulez. C'est un peu comme si on regardait la réalité à travers, un miroir déformant un petit peu. Non, parce qu'on a le sentiment qu'il y a les méchants Américains qui sont arrivés en Europe, une Europe plutôt sympathique, avec des États-nations où tout fonctionnait parfaitement depuis un siècle, et ils sont arrivés pour nous empêcher de développer nos États-nations, la collaboration harmonieuse. Non, ils sont venus parce qu'on a tué 80 millions de personnes. On s'est fait 2 guerres mondiales. Ils n'étaient pas là par plaisir. Eux, ils étaient plutôt isolationnistes au début de la guerre. Et c'est effectivement, oui, vous le dites, mais néanmoins, je reviens au point de départ. Les Américains n'ont pas eu le choix. Et puis, figurez-vous que les Américains se sont dit, il ne faut pas que ça recommence. Ça fait 2 fois, on envoie nos boys, on va peut-être pas revenir une 3e fois. Alors, c'est vrai qu'ils étaient en faveur de la construction communautaire et qu'ils ont dit, le seul moyen, c'est que l'Europe se construise. Mon Dieu, quel complot! Ben, ajoutons à ça un petit peu de trilatéral pendant qu'on y est, ajoutons un petit peu de Bilderberg, etc. Et on a le grand complot américain pour faire cette Europe fédérale. C'est pas évidemment comme ça que c'est passé. Que les Américains sont en faveur de l'Europe fédérale, ça me paraît, ou de l'Europe tout simplement, la construction européenne, ça me paraît une évidence, parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on recommence. Et on voit bien les tensions, même aujourd'hui, qui peuvent encore exister en Europe, et le retour d'un certain nationalisme dans un certain nombre de pays, ça montre que ça n'est pas mort et que ça pourrait parfaitement recommencer. C'est quand même des choses qu'il faut dire. Il ne faut pas le nier, dire que l'histoire est derrière nous. Ça n'est pas vrai. L'histoire est toujours présente. Deuxième chose, sur le plan Fouché, même chose, présentation très intéressante. De Gaulle était inquiet d'une chose, c'est d'une évolution fédérale de l'Europe. On en était loin, hein. Attendez, on est en 60. Non, pas tellement. En 60, c'était le marché unique. C'était même pas le marché unique, c'était juste la politique agricole commune et les tarifs douaniers extérieurs communs. Basta. C'est tout ce qu'il y avait. Et on avait réussi à faire un traité de Rome. D'ailleurs, c'était pas le général de Gaulle qui l'avait fait. C'était les socialistes de la SFIO, Guy Mollet, qui avaient négocié le traité de Rome en 57 pour le faire moins intégrateur que ce qui existait avant, c'est-à-dire la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, avec une commission beaucoup moins forte. Qui avait fait Jean Monnet. Qui avait fait Jean Monnet, mais qui avait fait aussi les gouvernements. La CED aussi. Et la CED qui a échoué grâce notamment à la France. Ce serait une bonne idée de vous ramener en 1963. Mais donc, simplement, juste pour terminer, et ensuite je laisserai Emmanuel Todd qui demande la parole depuis tout à l'heure, parler simplement. C'est que, donc, redoutant qu'à terme, on aille vers une Europe fédérale, qu'est-ce que fait le général de Gaulle? Il dit on va faire effectivement une Europe intergouvernementale, pas une confédération. Ce n'était même pas question d'une fédération à l'époque, mais c'était une reprise totale de contrôle de l'Europe par les États. C'est ce qui est devenu plus tard le Conseil européen. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, c'est le plan Fouché. On y est. Et aujourd'hui, l'Europe qu'on a, c'est celle du plan Fouché. Il n'y a pas d'Europe fédérale, à part la monnaie unique, à part l'euro, qui est géré fédéralement. Mais l'Europe fédérale, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, de quoi on parle ce soir? Du rapport du couple franco-allemand. Pourquoi on va parler du rapport entre l'Allemagne et tout le reste de l'Europe. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du couple franco-allemand? Mais c'est bien parce que ce sont les États qui dirigent l'Europe. Et parmi tous ces États, les 28 États, il y en a 2 qui sont au centre et qui comptent plus que tous les autres, c'est la France et l'Allemagne. C'est ça la réalité aujourd'hui. L'Europe, c'est l'Europe des États et pas une Europe fédérale. Le plan Fouché a réussi. Emmanuel Todd. Oui, alors ce débat sur ce qui s'est passé dans l'immédiate après-guerre est très très intéressant. Mais là, on parle en fait du rôle des Américains dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas, mais on parle d'une Allemagne qui n'existe plus. C'est-à-dire on parle d'une Allemagne qui a été divisée et qui était revenue, je dirais, à la taille de la France, et où on pouvait effectivement, dans un contexte de lutte contre l'Union soviétique, contre le communisme, se raconter que la réconciliation franco-allemande, c'était quelque chose de très important. Et les Allemands, d'ailleurs, pouvaient trouver leur compte dans cette idée de réconciliation. Mais il est bien évident que c'est fini. Je veux dire, il y a eu un élément très important qui est la réunification de l'Allemagne. Les règles du jeu ont changé, les rapports de force ont changé. L'Allemagne est redevenue elle-même, en un sens, c'est-à-dire c'est redevenu un pays qui est beaucoup plus puissant que la France.
industriellement, c'est évident, mais simplement en termes de masse démographique. Et je crois qu'on est tout à fait sorti de cette période. Et une partie les Français n'ont pas percuté là-dessus. Mitterrand a eu très peur et a fait cette fausse manœuvre de l'euro parce qu'il voyait revenir cette puissance allemande autonome. Mais, je veux dire, les Français ne sont pas dans la réalité quand ils pensent toujours en termes de couple franco-allemand. D'ailleurs, les Allemands ne pensent jamais en termes de couple franco-allemand. Et d'un point de vue allemand réunifié, les choses ne se passent pas à l'échelle du couple franco-allemand. Là, pour le coup, on est revenu avec l'Allemagne réunifiée. On revient à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi la Deuxième Guerre mondiale? C'est quelque chose qui a montré que la France n'était pas du tout à l'échelle pour contrôler l'Allemagne. La Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas du tout été une guerre européenne. C'était une guerre faite par l'Allemagne à l'Europe pour l'hégémonie, qui a été une guerre atroce. Et pour maîtriser l'Allemagne, il a fallu un peu les Anglais, un peu les Américains, mais beaucoup l'Armée rouge. Le rapport fondamental, la réconciliation fondamentale pour qui s'intéresse à cette histoire générale, ce qui est important, c'est les rapports entre l'Allemagne et la Russie. Je veux dire, la France, c'est la seule puissance, je dirais, d'importance que l'Allemagne ait battue dans la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, son destin, ça s'est réglé à Stalingrad et à Koursk. Et maintenant, ce que les Français n'ont absolument pas compris, dans tous ces débats sur la germanophobie, etc., c'est qu'ils surestiment l'importance de la France. C'est vrai que la France est prisonnière d'un système économique et monétaire qui est contrôlé par l'Allemagne. Mais le problème fondamental... C'est Quatrième Reich, c'est Quatrième Reich, là. On est dans Quatrième Reich. Vous êtes en train de dire. Je décris, on y est. J'ai parlé de contrôle économique et monétaire. L'un des grands jeux dans ce débat sur la germanophobie, c'est de dramatiser d'une façon incroyable. Dès qu'un type dit « Oh là là !» Je veux dire, c'est terrible, l'Allemagne contrôle la monnaie unique maintenant qui est devenue le mark, et c'est un problème pour la France, avec son industrie un peu plus faible, de vivre dans une zone mark. Je veux dire, tout le monde dit germanophobie, la guerre est à notre porte. Oui, mais on parle, comme le disait Marie-France Garot, on parle de rapport de force dans un univers raisonnable, en sachant... Et je suis en train d'essayer d'appliquer une direction un peu modeste au débat. Le problème, d'ailleurs le problème de la germanophobie, la France est le pays le moins germanophobe qui soit. On va le voir, je suis pratiquement le seul type qu'on essaye de classer comme germanophobe. Attendez, juste avant de continuer. La germanophobie, je veux dire, c'est en Italie, c'est en Espagne, c'est en Grèce. Oui, on va en voir quelques images. Juste une question, Hélène, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel Todd. À partir de la réunification allemande, donc le couple Mitterrand-Kohl, qui est un couple qu'on considère comme idyllique aujourd'hui, est-ce que véritablement, comme il le dit, les choses changent? C'est-à-dire qu'une fois que l'Allemagne est réunifiée, le rapport, l'amitié franco-allemande devient quand même, s'inverse dans l'autre sens, parce qu'au départ, De Gaulle parlait d'un pays complexé quand il parlait de l'Allemagne. Alors est-ce que ça est devenu l'inverse après? Oui, alors parmi les choses qui ont été dites, historiquement, il y a des choses qui sont tout à fait vraies, c'est que le rôle des États-Unis est important, sauf qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, ils avaient prévu de s'en aller d'Europe. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est le rôle de la guerre froide. Ça, c'est un cadre fondamental qui a rapproché et qui a contribué très fortement au projet européen économique, mais pas économique, puisqu'il y a plusieurs projets politiques. Mais en effet, il se passe quelque chose au moment de la réunification, mais pas tout à fait ce que vous décrivez, qui serait une espèce de renaissance d'une Allemagne qui ressortirait, voilà. En histoire, jamais les choses... Oui, non, mais c'est ce que vous avez dit. J'ai parlé de puissance L'Allemagne redevient ce qu'elle était en 1945. Oui, mais non, en termes de puissance. J'ai parlé de puissance économique. Bon, alors en tant que puissance économique... Je ne suis pas le politique, je suis historien. Je dis qu'il y a une réalité objective et que l'Allemagne est un pays économiquement plus puissant que ses partenaires européens. La puissance ne se résume pas à l'économie. Exactement. Et surtout, vous venez de présenter la France comme étant, au fond, prisonnière de quelque chose. Et c'est ça, moi, qui me dérange énormément, c'est que l'histoire, c'est quelque chose de dynamique. C'est qu'on ne se rebaigne jamais deux fois dans la même eau, dit-on depuis l'Antiquité, et on construit toujours sur ce qui s'est passé. On ne revient jamais en arrière. En revanche, ce qui peut se passer, c'est de revenir en arrière dans de mauvais comportements. Mais les données, elles ne sont plus les mêmes qu'avant la guerre de 14, avant la guerre de 45 et en 1945.
ce qui est important, je crois, et je reviens à la question que vous m'avez posée, c'est ce qui s'est passé en 1989-90. C'est pas tellement la renaissance d'une Allemagne qu'une différence de règles du jeu où en effet il y avait une différence de statut. La France, avec un droit de veto à l'ONU en particulier, jouait toujours, et une bombe atomique, jouait toujours un peu le rôle d'une très grande puissance. Et ce qu'il ne faut pas simplement mal comprendre, c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne veut être tout sauf une grande puissance qui aurait les mêmes responsabilités qu'une puissance nucléaire. Et si elle aimerait avoir quand même un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est plus pour avoir une possibilité de donner son avis, dans un sens pas toujours qui serait celui que souhaitent les Français, d'un interventionnisme et d'une responsabilité internationale d'un grand pays européen. Guillaume Clossard. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce débat, c'est que tout se passe comme si les grandes puissances dans ce monde étaient encore des grandes puissances européennes. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau rapport de force où nous, Européens, Français et même Allemands, parce que les Allemands savent qu'à moyen terme, ils jouent dans la même catégorie que nous, sommes rétrogradés et on pense comme si on était entre les deux guerres. Et ça, je trouve ça extraordinaire. La deuxième chose, c'est que si on lit les intellectuels de la guerre, si on regarde aussi dans la presse des citoyens au lendemain de la guerre, beaucoup aspirent à créer autre chose qui ne se limite pas seulement au cadre national. Et tout le monde n'était pas contaminé par les Américains. Et donc je trouve aussi extraordinaire qu'on ait une vision uniquement étatique des choses et qu'on oublie complètement les aspirations humaines, avec des gens qui recherchaient, je relisais Zweig, Mémoire d'un Européen, qui recherchaient un monde de sécurité qui existait avant ce qui s'est passé en 14. Il appelle ça l'âge d'or de la sécurité, l'Autriche-Hongrie d'avant 1914, Stefan Zweig. Et puis un dernier élément, si les Allemands étaient à ce point les maîtres du jeu, regardons les grandes décisions économiques et monétaires de ces 3 dernières années. Le mécanisme de stabilité, les Allemands n'en voulaient pas. On l'a. La politique monétaire de la Banque centrale, beaucoup plus souple. Les Allemands n'en voulaient pas et n'en veulent toujours pas. On l'a. L'union bancaire, qui a été confirmée la semaine dernière, les Allemands n'en voulaient pas, on l'a. C'est quoi cette omnipuissance germanique? Je veux dire, il y a une réalité objective. Et pourquoi on l'a? Parce que les Allemands savent qu'ils doivent composer. Et pourquoi ils doivent composer? Parce qu'ils sont dans un jeu européen. Et ce jeu européen, pour qu'eux-mêmes puissent continuer à avoir leur rédemption, est fondé sur, non pas uniquement le rapport de force, certes la force, mais la force et la coopération. Et c'est ça qui a changé avec la création de l'Union européenne, madame. Alors, on viendra sur l'économie tout à l'heure, mais juste Benoît Duterte, qu'on n'a pas entendu. Mais je suis très intimidé d'abord, parce que j'entends des spécialistes extrêmement brillants parler de l'Allemagne, ce que je ne suis pas du tout. Donc je joue un rôle un peu difficile. Je suis un citoyen et je suis un écrivain, et moi je perçois ça peut-être d'une façon un petit peu plus impressionniste. Mais d'abord, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel Todd à propos de la théâtralisation, c'est vrai qu'on vit dans la société du spectacle. Il y a une grande exposition de bord à la Monument National à la BN, eh bien, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'excitation à remettre en scène toujours le conflit franco-allemand avec les souvenirs historiques de la part de la presse, et que la presse se jette là-dedans avec un plaisir qui n'a effectivement, à mon avis, pas beaucoup de sens. Mais on veut toujours une espèce d'aspiration comme ça, une espèce de 4e guerre franco-allemande qu'on pourrait mettre en scène au moins pendant quelques semaines à l'occasion de conflits politiques qui sont finalement assez normaux. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, alors de mon point de vue de citoyen, comme vous dites, et dans l'histoire de ma vie, c'est ce basculement que j'ai senti, que j'ai vécu au fond dans les rapports franco-allemands tels qu'ils pouvaient être pour un jeune Français, pour moi, né au début des années 60, et qui est grandi dans un monde où, alors d'abord, faut voir ce que c'était. À l'école, les meilleurs élèves apprenaient l'allemand. C'était la langue prioritaire, c'était l'allemand première langue. C'était vraiment, à l'époque du rapprochement de De Gaulle et d'Adenauer, quelque chose qui était très très mis en avant par l'éducation nationale. On faisait beaucoup de voyages linguistiques entre la France et l'Allemagne, qui ont beaucoup diminué aujourd'hui. Et surtout, les jeunes Français et les jeunes Allemands n'avaient pas besoin de passer par l'intermédiaire de l'anglais pour essayer de parler ensemble. Les jeunes Allemands, de leur côté, un peu plus âgés, je me rappelle de ça dans mes voyages en Allemagne, connaissaient, aimaient chanter les chansons de Brel, de Brassens, même en français, qui étaient des chanteurs populaires en Allemagne, etc. Et puis surtout, il y avait ce sentiment d'une espèce de modèle
que j'ai senti, moi en tout cas dans ma propre famille. Par exemple, mon oncle avait épousé une Allemande qui travaillait à la Lufthansa, et c'était une entreprise extrêmement prospère, entreprise d'État. C'était le modèle franco-allemand de l'économie assistée par l'État qui semblait avancer vers une prospérité toujours plus grande, avec beaucoup d'avantages sociaux, avec beaucoup de protection, etc., avec une espèce de sentiment, oui, de prospérité indestructible. Et comment, c'est ça, moi, la question qui me fascine, comment est-ce qu'on a pu basculer comme ça, en 30 ans, de ça à quelque chose qui est exactement le contraire, c'est-à-dire d'abord l'abandon de toute cette économie assistée par l'État au profit d'une économie ultralibérale qui n'a fait qu'au fond semer partout, pour une grande partie, de l'inquiétude, de la précarité, de l'angoisse, y compris chez les Français et chez les Allemands. D'ailleurs, ces grandes entreprises comme la Lufthansa, tous ces postes ont disparu, tout ça s'est dissipé. Et puis, le sentiment que les Français et les Allemands se connaissent de moins en moins bien, alors même que l'Europe, soi-disant, s'est construite. C'est-à-dire qu'ils ne parlent plus ensemble la même langue. Effectivement, tout passe par une espèce de culture et de pratique linguistique, notamment à Bruxelles, qui est l'anglais imposé par tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre? Je crois d'abord, peut-être pour une part, qu'on n'a pas parlé, mais c'était Georges Pompidou, je crois, mais l'arrivée de l'Angleterre dans le marché commun a certainement fait basculer un peu la donne, parce qu'on a vu depuis, et surtout depuis les années Thatcher, qu'au fond, l'Angleterre avait été l'agent de la politique américaine en Europe, et d'une certaine façon, de cette destruction de l'Europe. Mais c'est ce que De Gaulle ne voulait pas. C'est ce que De Gaulle ne voulait pas. On ne peut pas lutter contre la nature. Hein. C'est ce que De Gaulle ne voulait pas. Et cet élargissement sans fin, en plus, a retiré tout sens, évidemment, à l'Union franco-allemande, puisqu'il s'agissait d'un petit groupe de 6 pays. Il y avait que 3 grands pays, la France, l'Allemagne, l'Italie. Je ne sais pas pourquoi l'Italie, d'ailleurs, n'a jamais fait partie du jeu. Mais... Et puis tout d'un coup, il y en a eu 7, puis il y en a eu 10, puis il y en a eu 15, puis etc. Et quel sens peut avoir, au fond, le dialogue franco-allemand dans cette Europe qui s'est élargie et qui n'a fait qu'accomplir le projet anglo-américain, qui n'était plus du tout celui de Gaulle et d'Adenauer. Hélène, vous vouliez réagir ? Oui, mais c'est intéressant parce que de la même façon qu'on a un imaginaire qui était extrêmement actif lorsque l'on parle de France et d'Allemagne, on a l'impression qu'il y a un passé glorieux autrefois et qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça. Je vous rassure, il y a énormément d'étudiants français et allemands qui circulent plus que jamais. Il y a eu plus de 8 millions de jeunes échangés, comme on dit entre guillemets, par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et certes, l'apprentissage de l'allemand au lycée a diminué, mais enfin on n'est pas passé, on n'a pas diminué de 50%. Et il y a des jeunes qui, pendant leurs études, découvrent que faire de l'allemand pourrait leur permettre d'avoir un travail. Donc on n'est pas passé d'une espèce de renversement, comme vous l'avez dit. Non, les choses, en effet, ne se sont... On est dans une Europe où on parle de moins en moins la langue des autres pays. Alors oui, mais alors c'est pas la même chose que parler du franco-allemand. C'est sabir unique. Oui, mais c'est pas grave si on se parle en anglais. C'est pas grave du moment qu'on se parle dans le sens de ce qui a été voulu dans le traité de l'Élysée, c'est-à-dire qu'on se parle, qu'on se concerte, qu'on se mette d'accord, qu'on essaie d'intégrer les problèmes de l'autre, les difficultés de l'autre. Je vous interromps parce que ça me fait penser forcément à un extrait de l'Auberge espagnole, oui. Très célèbre de Cédric Klapisch, où des étudiants Erasmus se retrouvent tous dans la même maison. Et que se disent un jeune anglais et un jeune allemand au XXIe siècle? Alors ils se parlent en anglais, effectivement, et qu'est-ce qu'ils se disent? Écoutez. Yeah, because that really pissed me off having to be in here all the time when the sun's shining outside, doing that work all the time. You're very sort of, more than the others, you're very sort of, this is my work and I must do my work. Oh my God, I have not revised for a whole day. This is going to be the end of my world, you know? It's so, like, tidy everywhere. You think so? Yeah, it is. I mean, look at Alessandro's bit, you know, it's a right mess. You know, Italy, Germany. That's the German thing, right, you know? What? Well, Germans are always like, everything is in order, you know, all the time. I don't know. Yeah, like Adolf Hitler started that sort of thing in Germany, with the buses and the trains and things like that. You know, the trains must run on time, you know. In England, everything's late, and trains are late, buses are late. Listen, I really have to learn, and I want you to get out. You want me to get out of your room? Out of here? Wie geil! That really don't... No, it was just a joke. Come back. Hélène Mière Delacroix, les stéréotypes pour la vie dure. Hein. Oui, mais les stéréotypes pour la vie dure, mais ils sont utiles. Parce qu'en fait, au fond, il y a des stéréotypes, mais ils se parlent, ces jeunes. Ils ne sont pas à chacun à dire du mal de l'autre côté. Ils sont ensemble. Non, mais là, on est de nouveau dans la dramatisation culturelle, si on peut dire. Moi, je voudrais quand même revenir un peu sur l'espèce de conte pour bisounours qu'on nous a sorti sur l'économie allemande, l'Europe, on va y revenir etc. à l'économie. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, en fait, je me rends compte que
je suis en train de militer pour un véritable respect de ce qu'est l'Allemagne. C'est-à-dire que les tentatives des Français pour ne pas voir la puissance mondiale de l'économie allemande est tout à fait extraordinaire. L'économie, le patronat allemand ne se pense pas dans une relation exclusive avec la France. La stratégie, l'adaptation allemande à la globalisation s'intéresse à des pays comme la Chine. Il y a effectivement une utilisation de la zone euro pour équilibrer ses comptes et pour dégager des excédents. C'est-à-dire que l'Allemagne a fait une adaptation que je qualifierais d'intelligente à la globalisation économique et au libre-échange, mais qui se fait au détriment de ses partenaires internes de la zone euro, mais qui se pense à l'échelle mondiale. Je rappelle que l'Allemagne est le premier ou le deuxième exportateur mondial. Ça dépend des années avec la Chine. Donc la volonté des Français, cette espèce d'arrogance française qui, sous couvert de germanophilie ou d'europhilie, s'acharne à ne pas juger l'Allemagne et son économie à sa juste valeur, on est à front renversé. Pour moi, le germanophobe, c'est vous. Vous ne voulez pas voir l'Allemagne avec son efficacité. André Wims, qu'on n'a pas entendu. Non, mais pour moi, c'est carrément une Madeleine de Proust ici, là, parce que quand je suis né en Alsace, en plus, avant d'être comédien, je suis alsacien. Donc ces discussions-là, j'entendais que ça. C'est avec mon grand-père qui était paysan, chaque fois qu'il buvait un verre de schnapp, il disait encore un que les Allemands n'auront pas. J'avais ça aussi dans ma famille qui était tout à fait juive. Oui, absolument. Après, il y avait ma mère qui disait, finalement, tu vois, le mark, ils achètent tout avec le mark. Hein. Ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre. Finalement, c'est les Allemands qui ont gagné. C'était tout le temps. Il y avait des nuits entières, surtout à Noël. Là. À Noël, est-ce que je vais chanter au Tannenbaum ou mon beau sapin? Ça crée des conflits énormes. Nazis, salauds, si ce gauche chante en allemand, je pars. Bon, ils étaient un peu bourrés, ça partait. Mais j'étais bercé dans ça, dans l'économie allemande, qui est quand même... Les Mercedes, c'est quand même vachement mieux que ces putains de Renault. Ça, j'entendais que ça. C'est quand même... Ils sont sérieux, quoi. Eux, quand ma mère voyait des jeunes traverser au feu vert, elle disait... Ça, en Allemagne, du temps des nazis, on ne l'aurait pas vu. 5 minutes après, elle disait... Ouais, mais quand même, tu comprends... Tu comprends quand même les Allemands. Oui, bon, mais ils occupent toute l'Alsace. On ne peut plus trouver un restaurant. Et je me souviens qu'il y avait eu un débat énorme parce qu'il y avait un restaurant 5 étoiles qui avait voulu faire un quota en refusant des Allemands. Et il y avait eu un débat au Parlement européen, est-ce qu'il était raciste à l'égard des Boches, quoi, comme on disait nous à l'époque. Et puis, petit à petit, moi, j'avais même pas le droit de parler alsacien quand j'étais petit. Hein. J'étais puni sévèrement. Hein. Et puis petit à petit, ça s'est calmé quand même. Maintenant, tout d'un coup, mon optimisme, qui n'est pas béat, mais... Ça s'est calmé, quoi. Maintenant, sur ma mère, par exemple, quand l'Allemagne, paye son âme, elle est morte, mais quand l'Allemagne s'est réunifiée, elle m'a téléphoné à 3 h du matin, elle m'a dit, là, attention, ça risque de devenir grave. L'Allemagne s'est réunifiée. Elle était comme Mauriac qui disait, j'aime bien l'Allemagne, j'adore l'Allemagne quand elle est deux. Je sais pas. J'aime tellement l'Allemagne que je préfère quand ils sont plusieurs. Bon, alors voilà, je sais tout, hein, ça me rappelle énormément de discussions. Mais finalement, en fait, la germanophobie a plutôt baissé, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une période de grande germanophobie, là. Ouais, mais par rapport à nous, putain, ça y est. Non, mais ça n'est pas le bon concept. Germanophobie n'est pas le bon concept. Non, je sais bien, mais il se trouve que le mot a été prononcé ces dernières. Là, et après, je libérerai Hélène Mire de la Croix. C'est qu'au fond, les Français ne se rendent pas compte de la puissance de l'économie allemande. Mais si, et c'est qui la France? La France, est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le patronat? Ou est-ce que ce sont les Français en général? Je pense qu'il ne faut pas prendre les Français pour plus idiots qu'ils ne sont et qu'ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Ah non, je parle des élites. C'est vrai que les élites françaises ont une névrose allemande. C'est vrai, il y a une sorte de névrose allemande des élites françaises. Il faut faire comme l'Allemagne. Alors, à droite, c'est complet parce qu'il faut être efficace comme l'Allemagne et puis il y a quand même de l'envie. De dire, les Français sont un peuple difficile à gouverner quand même. Je crois que sans aller dans le gros stéréotype culturel, on peut dire et admettre qu'ils sont moins disciplinés que les Allemands. Oui, je crois que vous pouvez me l'accorder. C'est pas du tout un stéréotype. Mais je veux dire, donc il y a toujours la droite française a toujours ce rêve de diriger des Allemands qui seraient en Normandie, en Bretagne ou ailleurs, et ça, comment dire, et ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est difficile, c'est qu'on fait un petit peu toujours les choses à l'emporte-pièce, et que imiter l'Allemagne, c'est quoi? Si on essayait d'imiter exactement l'économie de l'Allemagne, ce serait très très fâcheux, parce que nous n'avons pas la structure des entreprises ni des exportations, et que nous ne pouvons pas faire la même chose. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Guillaume Clossard, vous vouliez dire un dernier mot avant qu'on passe à l'économie proprement dite?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a même une grande admiration pour la réussite allemande. Je crois que les élites en sont conscientes. Je pense tout simplement qu'on a pris ces 30 dernières années des mauvaises décisions au niveau politique et que la France a tout à fait le potentiel pour être un grand pays industriel. Et si vous regardez... D'abord, elle l'est encore. Elle l'est moins que l'Allemagne, mais si vous regardez aussi la dynamique démographique, dans les 15-20 années qui viennent, le rapport aussi va s'inverser, et la France sera démographiquement le premier ou le deuxième. Quand vous dites ça, vous n'êtes pas démographe, mais quand vous dites ça, quand vous dites la dynamique démographique n'est pas la même, vous savez, démographique, c'est faire des enfants, c'est la vie familiale, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire, c'est une différence importante, c'est 1,4 de fécondité de descendance finale en Allemagne, 2 en France, c'est une différence massive de comportement. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire en fait que la France, les sociétés françaises et allemandes sont des sociétés radicalement différentes dans leurs mœurs? Est-ce que vous êtes en train, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec cette variable démographique, vous êtes en train de signer l'acte de décès de l'Europe? Mais pas du tout. Et il y a une chose qui est quand même fondamentale, parce que cette construction européenne, on l'a basée sur quelque chose qui s'appelle la dignité de la personne humaine. On a mis en... Pitié. Alors, pitié. Laissez la personne humaine tranquille. Franchement, on s'en occupera après ou avant. Cette dignité de la personne humaine, aujourd'hui, qui est fondée sur la Convention... Oui, ben, je vois que vous n'y croyez pas, Alex Ruma. Vous ne croyez qu'à la force. Mais pas avec la sauce que vous nous servez. On a créé au lendemain de la guerre une civilisation européenne qui est non plus uniquement, exclusivement fondée sur le rapport de force, le rapport entre États, la violence interétatique, mais qui est fondée sur le droit des gens, la dignité, le respect de la personne. Et ce droit, aujourd'hui, c'est le droit qui prévaut en Europe. Et ça fonde une nouvelle civilisation européenne qui fait aussi beaucoup de rapprochements. Mais les Européens ne sont déjà plus égaux. Les Européens, les rapports de force maintenant sont économiques. Toutes les idées de violence physique, militaire, c'est absurde. Il y a l'arme nucléaire et toutes ces choses-là, mais en Europe et dans le monde, actuellement, les rapports de force s'expriment de façon économique. Et les rapports de force économiques commencent de s'exprimer très violemment à l'intérieur de l'Europe. Et actuellement, les Européens ne valent plus tous la même chose. Exactement. Je vous interromps parce que c'est exactement les images que j'allais vous montrer. Des équilibres qui sont à dynamiques. C'est dynamique, mais ça va exactement dans le mauvais sens. Hélène Millard-Delacroix, regardez quelques exemples de manifestations, alors profondément anti-allemandes, en tout cas anti-Angela Merkel, et qui sont exactement sur le thème que vous venez de soulever. Quelques exemples parmi d'autres, Espagne, Grèce, Portugal. Alors que les mesures d'austérité se succèdent en Espagne, la chancelière allemande, tenante de la rigueur, est accusée d'en être en partie responsable. Même si le Bundestag vient d'approuver une nouvelle aide de 100 milliards d'euros pour enflouer les banques espagnoles, la cote de popularité d'Angela Merkel est en chute libre. Dans les manifestations, elle est au cœur de toutes les critiques. Qu'est-ce qui va me rester? Tout est réduit. Si nous sommes égaux avec les Allemands, alors je veux la même chose. Payer les mêmes impôts, avoir le même salaire, les mêmes bénéfices et tout le soutien qu'ils reçoivent. Je veux être autant européenne que les autres. Une manifestation aux airs de défilé hitlérien. Des drapeaux nazis brûlés pour dénoncer l'impérialisme allemand, disent ces manifestants, bien décidés à accueillir à leur manière Angela Merkel. C'est à cause d'elle si les salaires grecs sont si bas et si les travailleurs sont sous pression. La chancelière allemande est venue soutenir la politique d'austérité mise en place par le Portugal, une cure de plus en plus impopulaire. Ce lundi, certains l'attendaient pour dénoncer le rôle de marionnette de leur gouvernement, un gouvernement conservateur qui multiplie les coupes budgétaires et les hausses d'impôts pour répondre aux exigences de ses créanciers. Alors nous ont rejoint sur le plateau Ulrike Geroth, vous êtes politologue, vous dirigez le bureau de Berlin du laboratoire d'idées European Council on Foreign Relations, où vous travaillez sur l'intégration européenne et les relations franco-allemandes. Et Joachim Bitterlich, ancien diplomate, vous avez été le conseiller européen, diplomatique et de sécurité du chancelier Helmut Kohl de 1987 à 1998. Et vous êtes l'auteur de France-Allemagne, mission impossible, avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez les manifestations qu'on vient de voir là? Est-ce que ces gens-là se trompent de cible, à votre avis? D'une part, il faut comprendre les gens qui se trouvent dans une crise profonde économique dans leur pays, avec un chômage de jeunes extrêmement élevé, du jamais vu,
Et il est tout à fait normal, ou bien naturel, si vous voulez, qu'à un moment de crise, et lorsqu'on n'a pas de recette de breveté chez soi-même, on se tourne vers l'extérieur, on cherche un coupable, un bouc émissaire commode et pratique, et ce sont les Allemands. Et c'est pour ça que vous n'avez pas vu ces dernières semaines, côté allemand, je veux dire, une réaction forte ou vexée ou boudée ou je sais pas quoi, vis-à-vis de ces manifestations. Ulrike Guérot, vous êtes d'accord? Premièrement, je pense qu'en tant qu'Allemande, quand je vois des photos comme ça, je trouve ça désolant. Ça me touche et évidemment, ça fait mal. Ça fait tout simplement mal qu'à un moment où on a cru achever l'Europe, on voit des photos comme ça. Et on dit ça en tant qu'Allemande, je veux dire que toutes les Allemands ne sont pas Madame Merkel. Hein. Madame Merkel, c'est une chancelière, elle fait de la politique. Il y a beaucoup des Allemands qui d'ailleurs approuvent et de plus en plus des Allemands qui désapprouvent sa politique. Il y a aussi des choses qui changent en Allemagne, qui changent tout juste là. Il y a tout un discours là maintenant en Allemagne qui commence sur la pauvreté en Allemagne, les divergences économiques, les divergences de revenus et tout cela. Donc je pense que quand on parle des Allemands, il n'y a pas les Allemands. Hein. Il y a la gauche allemande, il y a la droite allemande, il y a des jeunes Allemands, il y a voilà. Donc il n'y a pas cette Allemagne sur laquelle on peut avoir une certaine germanophobie, comme j'ai entendu ici, mais il y a aussi une autre Allemagne, et je pense que la plupart des Allemands, et je sais ça de nombreuses réunions que moi je fais en Allemagne avec des gens, nul en Allemagne, les personnes en Allemagne, les gens simples en Allemagne ne veulent pas être l'Allemand moche. On ne veut pas être ça. Hein? The ugly German. We do not want to be this. Hein? Oui, c'est touchant d'entendre ça. Et c'est beau. Je crois que, comment dire, il y a une certaine injustice dans ce qui arrive à l'Allemagne. Je veux dire, elle n'a pas cherché cette situation. C'est-à-dire, il y a une efficacité intrinsèque de la société et de l'économie allemande, qui est un fait, c'est pas un fait de nature, c'est un fait d'histoire et de société, qui a remis l'Allemagne dans une situation de surpuissance relative en Europe. Et l'Allemagne ne l'a pas cherché, et ça serait profondément injuste de dire qu'il y avait le projet d'arriver à ce genre de situation. Non, mais arrêtez, vous m'approuvez, vous n'allez plus m'approuver bientôt. Mais ce que je veux dire, c'est que les derniers événements, donc on se retrouve en fait un peu par accident avec une Allemagne qui contrôle les règles du jeu en Europe et qui commence d'imposer ces règles. Avec cette histoire, pour moi, c'est pas du tout Merkel, c'est les sphères dirigeantes allemandes en général, donc avec ces règles d'austérité. Et ce qui m'inquiète, moi, en tant qu'historien et d'anthropologue, c'est de voir réapparaître ce qu'on a connu dans l'histoire, et pas du tout seulement à l'époque du nazisme, c'est-à-dire une certaine forme de raideur, de mépris, je peux terminer. C'est juste étonnant. Je peux terminer. Non, mais dans la germanophobie, là, on atteint des degrés. Je dirais de raideur. Comment dire de raideur et je dirais de conception hiérarchique. Et moi, ma véritable crainte et ce que j'examine en tant qu'historien, et j'essaye de sentir ce qui se passe, c'est voir si cette situation de surpuissance relative en Europe, dans un contexte de compétition économique aggravée, n'est pas en train de ramener au jour des attitudes anthropologiques, allemandes, traditionnelles. Je voudrais terminer sur ce que vous avez dit, c'est ce que je trouvais touchant, c'est-à-dire l'idée que tous les Allemands ne sont pas comme ça. Évidemment, on parle d'une société, l'Allemagne est remplie de gens sympas, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite libéraux, mais ça aussi on l'a connu dans toute l'histoire. Et le véritable drame de l'histoire allemande, c'est que ces gens ont toujours été vaincus. Vous voyez, la vérité de l'Allemagne, c'est évidemment c'est une culture pluraliste, mais les sociaux-démocrates allemands se sont couchés en 14, ils se sont couchés en 33. Je veux dire, le Parti communiste. Mais donc, voilà, si vous voulez. Donc, si vous voulez, le problème, c'est d'essayer de comprendre une histoire qui est en train de se faire. Je veux dire, où l'Allemagne, on sent que l'Allemagne, par effet de dynamique interne, qui est tout à fait respectable, et de position de force, est peut-être en train d'être ramenée à ce qu'elle ne veut pas être.
C'est là qu'est le véritable drame. Quatremer et Joachim Bitterlich, je crois, avait envie de réagir aussi. Je crois qu'on a tous envie de réagir, non, mais parce que tout à l'heure, il nous parlait d'une vision de bisounours. Maintenant, on a plutôt, la vision de la sorcière, donc allemande, qui est de retour. Et je vois bien les jeux d'Emmanuel Todt depuis plusieurs années qu'il joue à ce petit jeu, où il tente de refaire de l'Allemagne cette incarnation du mal. Et moi, ce qui me dérange dans les propos Jacques de M. Quatremer est mon plus grand fan, il me suit de très près. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, vous montrez une connaissance intime de la société allemande qui est assez surprenante. Vous devez souvent aller en Allemagne parce que pour dire autant d'inexactitudes, c'est assez fascinant. Vous n'avez pas idée du nombre de fois que je suis allé en Allemagne. Je termine juste. Je veux dire que le problème de M. Todt, c'est qu'il fait de traits culturels, de traits historiques qui peuvent exister, qui existent encore, qui ont pu exister dans le passé, etc. En fait, des éléments qui relèvent presque de la nature. C'est-à-dire qu'il y a une confusion chez M. Todt entre le culturel et le naturel. Quelque part, l'Allemagne ne peut pas échapper à sa nature. Génétiquement, elle est autoritaire. Génétiquement, elle est agressive. Génétiquement, elle est dominatrice. Et donc, si on ne peut pas échapper à son histoire, eh ben, ça va recommencer. C'est complètement... Mais je trouve que cette vision des choses, je le dis de façon très claire, est raciste. C'est du racisme. Quand on ne peut pas échapper à sa culture, c'est du racisme. Je trouve fascinant de suivre un débat franco-français sur l'Allemagne. Voilà. Or, on a laissé les Allemands devant la porte pendant 3 quarts d'heure. Il fallait bien qu'ils puissent dire tout ce qu'ils ont à dire. Voilà. Typiquement, ce qui est fascinant de voir la perception d'une Allemagne qui ne correspond pas à la réalité. Là est le problème de fond. Vous avez raison sur votre thèse sur l'efficacité de l'économie allemande. Mais d'où vient cette efficacité nouvelle? D'où? Qu'est-ce que les Alliés ont essayé en 1949, M. Todt? Écoutez de temps en temps les autres, ça ne fait pas de mal. En 1949, ils ont essayé d'affaiblir à terme l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit la démocratie parlementaire. Qui ça, ils? Les Alliés. Pardon? Les Alliés, en partie, sous pilotage par la France. C'est le fédéralisme pour affaiblir les Allemands et la démocratie parlementaire. C'est fédéraliste à ce moment-là, voyons. 3. En Allemagne, oui. On a introduit en Allemagne ce qu'on appelle la cogestion, ou l'économie sociale des marchés, pour affaiblir définitivement les Allemands. Les Alliés, et en partie sont les Français qui étaient derrière ces idées, les Anglais. Les Américains ne savaient pas assez. Pardon, ils ont atteint le contraire. L'Allemagne s'est ressaisie. On a vécu la résurrection de l'Allemagne. Or, en même temps, on a clairement indiqué aux Allemands, chers amis, vous avez fait trop de mal dans l'histoire, s'il vous plaît, retenez-vous et jouez le deuxième violon, pas le premier. Les Allemands ont suivi cela. Le violon économique et pas le violon économique et politique. Je voudrais quand même et après 90, les Allemands ont eu la chance de la réunification. On leur a dit, vos excuses, c'est terminé, apprenez à piloter. Or, les Allemands n'ont jamais appris à piloter, si vous voulez. Et les Allemands ont du mal avec ça. Ils ont d'une part une certaine raideur, oui, aucun problème, mais la réalité est différente. Regardez, faites la comparaison au début de la crise économique et financière et aujourd'hui. D'où viennent les Allemands? Ils ont totalement dépassé l'orthodoxie, si vous voulez, de la politique de la Bundesbank, de Francfort. Madame Merkel, aujourd'hui, s'est engagée avec un support de 80% quand même du Parlement allemand. Cherchez ça ailleurs, s'il vous plaît, en Europe, y compris ici dans cette ville. Et les garanties d'une valeur autour de 500 milliards, on peut calculer différemment, si l'on veut. Et ça, c'est une autre Allemagne aujourd'hui que vous vivez. Ces 500 milliards étant à la disposition de... C'est une garantie, ce sont les garanties pour les différents fonds européens. Voilà, attention. pour les autres pays. Ulrich Gerold. Moi, je suis déjà étonnée qu'apparemment, on ne mène pas les mêmes débats, parce que là, il y a tout un débat sur la société allemande et notre puissance, de superpuissance et tout ça, alors qu'en Allemagne, on mène un débat sur le phénomène Merkel. Et on est, nous tous, même étonnés qu'on a une chancelière qui dirige ce pays tout à fait différemment ou autrement que d'autres chancelières. Donc, nous, on se pose une question. Qu'est-ce que c'est ce phénomène Merkel? Pourquoi elle a tellement d'acceptation de la population? Parce que, bon, on connaît son histoire et tout, mais il y a tout un étonnement en Allemagne et c'est là notre confusion. Mais notre
confusion par rapport à nous-mêmes. Donc moi je voudrais bien séparer le phénomène Merkel, comme nous on le dit, avec un débat sur la société allemande qui a son histoire, sa biologie, sa suprapuissance. Donc ce n'est pas la même chose parce que déjà sur le reste je suis avec Joachim Bitterlich, le pays a quand même profondément changé et tout ce qu'on nous dit aujourd'hui en tant que sous-jacente, un peu nationalisante, superpuissance, nationalisme et tout ça, moi je voudrais faire clairement le point qu'il n'y a nul masterplan. Hein. On a une espèce de nationalisme que je dirais qui est tout à fait innocent, qui est BMW, qui est l'ENA sans conteste, les clubs à Berlin. D'ailleurs, la moitié de la jeunesse française danse dans les techno-clubs à Berlin. On est la ville hip, on a une ville sympa. Donc il y a une espèce de nationalisme, un sentiment national de renouveau qui n'a rien à voir avec une idée de puissance. Avec une idée de puissance. Voilà. Et c'est parce qu'on nous a entraînés pendant 40 ans après-guerre de ne pas être superpuissants qu'on ne sait pas faire du pouvoir. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas faire du pouvoir. Ce qui énerve énormément les présidents français successifs, moi j'en ai vu un certain nombre, de Mitterrand donc jusqu'à l'actuel, c'est le fait qu'en Allemagne, les décisions se prennent tellement lentement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des tas de verrous démocratiques qui n'existent pas en France. Et notamment le plus agacé, c'était Nicolas Sarkozy, qui au début ne comprenait pas, parce que lui, en tant que président français, il prenait les décisions en 30 secondes. En 30 secondes, il prenait une décision, elle était appliquée. La chancelière allemande disait, attendez, moi il faut d'abord que je rentre chez moi, que j'en parle à mon gouvernement, que j'en parle à ma coalition, ensuite que j'obtienne et que j'en parle à mon Parlement. La chancelière, avant de venir à Bruxelles, elle passe devant le Bundestag, d'abord le Bundestag avant, voilà, et après... Je veux dire qu'il y a une démocratie allemande qui est inimaginable, et qui est sans équivalent, en France. C'est pour ça que quand on entend parler de complexe d'autorité, je veux dire le pays qui a un vrai problème d'autorité, c'est bien la société française et pas la société allemande. Marie-France Garot, qu'on n'entendait pas. Oui, je dois dire qu'on est dans un numéro de duettiste extraordinaire. Mais enfin, bon, je crois qu'il faudrait quand même être sérieux. Mais on est en France. Est-ce qu'on souhaite qu'en Europe, il reste des États? C'est-à-dire que les peuples soient organisés d'une manière telle qu'ils aient le pouvoir de décider ce qui les concerne. C'est la question fondamentale politiquement. Or, je radote, je l'ai déjà dit chez vous, on est un État. Alors, Régis Debray dit c'est un peuple, des frontières et une transcendance. Jean Bodin disait il faut disposer de 4 États, 4 pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Il ne nous échappera pas que nous n'avons plus, pas plus que les autres pays d'Europe, aucun de ces 4 pouvoirs. La monnaie, non. La monnaie, peut-être pour l'économie, vous savez bien, mais en droit constitutionnel, vous êtes nul. Bon, par conséquent... Ray des nuls. Bon, nous ne faisons plus les lois. C'est le Parlement, enfin c'est l'Europe. Le Conseil constitutionnel français vient d'envoyer à la Cour de justice européenne l'interprétation d'une loi s'appliquant en français. On est quand même dans le surhomme. Et nous sommes rentrés dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire de ne se plus mettre de la paix et de la guerre pour ce qui nous concerne. De Gaulle savait encore une fois que le rapport de force, c'est ça ce qui engendre la paix. Quand chacun pense qu'il n'a pas d'intérêt et qu'au contraire, l'autre n'a pas d'intérêt non plus. Alors l'Allemagne avait ses intérêts et la France avait été dotée d'intérêts particulièrement singuliers. D'abord, le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine. Je crois qu'on a oublié ce qu'était le prestige de la France par rapport à cette mesure. Je ne sais pas si vous vous souvenez que quand De Gaulle est mort, les Chinois ont fait mettre les drapeaux chinois en berne en Chine. Il se trouve que les hasards de l'histoire récente ont fait que la réunion qu'a organisée Mme Merkel en Pologne quelques mois avant la fin du quinquennat précédent, la France n'a pas été invitée. La France n'a pas été invitée. C'est un triomphe diplomatique, vous n'y êtes pour rien, mais c'est un triomphe diplomatique, c'est-à-dire qu'on s'est comporté avec des palinodies de garçons de bain à propos du Dalai Lama au moment des Jeux Olympiques. C'était rigoureusement, la Chine. Oui, rigoureusement aucun sens. Le Tibet, il y a 11 fleuves irriguant la Chine qui prennent leur source au Tibet. Bon, est-ce qu'un pays du gouvernement d'1,4 milliard d'habitants peut laisser la clé du château d'eau à quelqu'un d'autre? Non.
Bon, alors on peut essayer de faire les choses gentiment avec le Dalai Lama, convenable, mais prétendre qu'il restaure la souveraineté du Tibet, c'est complètement délirant. Ne vous entraînez pas trop loin. Non, mais c'était un atout majeur que nous avons perdu. Nous étions partenaires de la Russie soviétique à l'époque en matière spatiale. Nous n'existons plus. Autrement dit, nous avons perdu les atouts maîtres et nous sommes entrés dans le commandement intégré de l'OTAN. Alors la question qui se pose est de savoir, et je vois que sur ce point, d'une manière non dite, il y a des opinions contradictoires. Est-ce qu'on considère qu'on est mieux, en effet, dans une sorte de collectivité humaine qui n'est plus réellement un État, car il n'y a pas de pouvoir d'État? Qu'est-ce que disait Jean Monnet? C'est-à-dire une fédération de nature économique, c'est-à-dire qui ne posera pas de problème aux Américains et qui peut rapporter. C'est ça la question. Moi, je vous avoue que je préfère qu'on puisse décider de ce qui commande la collectivité humaine. Quant à dire qu'on est excessif par rapport aux Allemands, je suis étonné que personne ici, en particulier pas vous, qui vous occupez de l'Allemagne, n'ait pas parlé de la déclaration de M. Oskar Lafontaine. Parce que M. Oskar Lafontaine, il a fait une déclaration il y a une huitaine de jours pour expliquer que la conduite de la politique allemande par Mme Merkel était tellement difficile à supporter qu'il fallait bien comprendre que, en particulier, lui, il a été président du SPD, il a été favorable à l'euro, il a présidé à la mise en place de l'euro. Bon, c'est donc pas quelqu'un qui veut la mort de l'euro. Non. Oskar Lafontaine a été un eurosceptique dès le départ, madame. Bah, écoutez, apparemment, non. Il était contre la réunification allemande, il était, à l'époque, un eurosceptique. Bah, mais c'est un débat du passé qui n'a aucune importance sur l'allemand. Bah, il est quand même... Ni à Bruxelles. Alors, je ne vois pas pourquoi on accuserait les Français de dire des choses qui sont infiniment plus légères que ce que dit M. Oskar Lafontaine en disant que les excès qui vont résulter de la politique allemande, c'est-à-dire une déflation dissimulée, en pompant sur les salaires pour donner aux entreprises, va entraîner de telles tensions économiques, y compris dans d'autres pays, et dans la zone sud, avec la France, que ça va entraîner manifestement des tensions poussant à la séparation de la zone euro. Il le dit, il n'est pas français, par conséquent on peut le croire, il est allemand, il est peut-être dans l'opposition, etc. On est quand même sur un sujet politique. On est au cœur du problème, parce qu'en fait, le problème n'est pas de juger l'Allemagne, de parler de l'Allemagne pour le plaisir. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a une Europe avec au cœur une zone euro qui est en train de devenir la risée du monde. C'est-à-dire que le taux de chômage augmente sans arrêt. Pour ce qui concerne la France, le taux de chômage augmente et notre système industriel est en train d'être détruit. Et tout ça se passe dans une zone euro qui, de fait, est contrôlée par l'Allemagne, pas du tout par Angela Merkel, mais par ce que veut le patronat allemand, qui a accepté, je dirais, les modifications de gestion de l'euro parce que l'Allemagne a besoin de l'euro, je dirais, pour sans doute concurrencer ou exterminer ses partenaires, et c'est de ça qu'il faut discuter. Et c'est dans ce contexte que se pose la question, je dirais, de la gestion allemande de l'Europe. Je n'ai pas a priori, je vais vous surprendre. Ayant écrit un best-seller anti-américain, je vais vous surprendre, je vais dire des trucs sympas sur les États-Unis. Les États-Unis ont été dans une situation impériale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une attitude tout à fait hégémonique, mais une attitude hégémonique responsable en ouvrant leur marché intérieur aux produits du monde, permettant le redémarrage de l'Europe, le décollage du Japon, etc. L'Allemagne fait exactement le contraire. C'est-à-dire elle utilise une position économique de force pour exterminer ce qui reste d'industrie dans les pays de sa couronne extérieure, dans la zone euro. Et c'est de ça dont il faut discuter. La culture allemande, en un certain sens, je veux dire... Pour ceux qui me connaissent, j'ai assez critiqué Mme Merkel. J'ai assez critiqué Merkel, de la politique allemande. Exterminer. Je m'excuse. Je prends mon avion. Je parlais d'industrie. Je prends mon avion, j'arrive à Paris et j'entends un vocabulaire que j'ai jamais entendu en 20 ans de relations franco-allemandes et ça me choque. Je dois le dire. J'espère que vous êtes choqué. Exterminer, c'est... Vous progressez. Non.
écoutez, franchement, on se trouve dans un moment historique. On se trouve dans un moment historique majeur où maintenant l'histoire européenne tient à un fil de soie. Et ce fil de soie sera joué par la France et par l'Allemagne. Mais si on se met tous ensemble dans un vocabulaire d'extermination, je pense qu'on a fini avant d'avoir commencé. Et ce que je veux dire, c'est que l'idée de l'euro, c'était l'idée de la France, si je peux me souvenir. La France a eu l'idée. L'Allemagne a fait le jeu. Si je me souviens, l'Allemagne a fait aussi le premier pas, c'est-à-dire de mettre le D-Mark à la disposition de l'Euroland. On a fait, et moi je le sais parce que j'ai travaillé à l'époque pour M. Schäuble et puis après M. Delors, vous a offert sur le plateau d'argent une union politique que la France a refusée telle qu'elle en 1994. On vous a fait une deuxième offre politique en 2000 avec M. Fischer que la France a refusée telle qu'elle. La France a voté non et en 2005, elle a arrêté de discuter l'Europe et aujourd'hui, elle se plaignait et elle boude. Je suis désolée, je suis beaucoup contre la politique actuelle de l'Allemagne. Je suis la première à avoir critiqué Mme Merkel. Mais les choses ne sont pas si simples. On est deux coupables ici, on s'en sort ensemble, mais ce n'est pas avec un vocabulaire d'extermination. La façon dont vous parlez, vous ne parliez plus d'une Allemagne plurielle, vous disiez nous. Non, c'est les deux. Moi, j'ai dit qu'on parle de deux. Écouter des théories sur l'économie et sur l'évolution de la crise en Europe. Je suis un peu perplexe, franchement, parce que d'où vient la crise? Ulrike Guérot a raconté l'histoire de l'Union économique et monétaire, avec sa faiblesse, la concertation permanente de la politique économique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Allemands ont refusé d'être dirigés par un système français économique dirigiste. C'était le gouvernement économique. Et de l'autre côté, les Allemands ont dit oui à la monnaie si vous acceptez le système allemand. Parce que pourquoi? Politique. Je peux vous raconter bien ce que Kohl a toujours expliqué. Le Deutschmark a existé avant la République fédérale d'Allemagne, il a existé avant la Constitution allemande, avant le drapeau et avant le Parlement. Il est devenu le symbole de la résurrection des Allemands, du retour des Allemands. Et pour les Allemands, ça avait une valeur symbolique. S'il y avait eu un référendum en Allemagne, je ne pense pas que Kohl aurait pu gagner ce référendum. On a dit oui, mais malheureusement, au départ, je dirais ça allait plus ou moins dans cette zone, jusqu'au moment où a éclaté la crise financière, qui venait d'où? Des États-Unis. Et nous avons tous mal réagi. Les uns ont hésité, les Allemands, les autres sont tournés outre-Manche. C'est de cette ville que je parle. En pensant de faire les taupes les meilleurs alliés. Tant pis. On s'est rattrapé beaucoup plus tard et on fait aujourd'hui des progrès. Pas par pas. Certes, ce sera toujours imparfait. Ce ne sera jamais ce qu'il faut faire. La situation actuelle est... C'est vrai, nous avons quelques pays où la situation économique est plus que difficile. La situation économique en France n'est pas satisfaisante du tout non plus. Et le seul, par hasard, qui a commencé plus tôt ces réformes, c'est l'Allemagne. Avec beaucoup de mal aussi, parce qu'on a mis un certain temps pour ces réformes. Kohl a échoué 2 fois à cet égard. C'est oublié rapidement. Schröder a échoué aussi au départ. Seulement au 2e coup, il a réussi. D'ailleurs, il a échoué avec La Fontaine au départ. Et il a réussi. Maintenant, l'Allemagne, le mot austérité, on ne l'utilise pas. Ça a une signification tout à fait différente chez les Allemands que chez les Français. Pour les Allemands, si je dis à Francfort ou à Hambourg ou à Munich, une politique de discipline budgétaire peut produire de la croissance, pour les Allemands c'est normal, parce que c'est fait partie des différents éléments pour une telle politique. Et il faut trouver cela. L'Allemagne ne tue pas, Monsieur Todd, les autres économies. L'Allemagne n'a aucun intérêt d'affaiblir les autres économies en Europe. Aucun intérêt, au contraire. Vraiment rapidement. Au contraire. Juste en un mot, parce que... Oui, le problème, c'est, de toute façon, c'est ce qui inquiète les États-Unis maintenant, c'est l'attitude justement asymétrique et responsable de l'Allemagne. C'est-à-dire ce qui a réussi une fois pour l'Allemagne, par définition, ne peut pas réussir pour les autres, puisque l'Allemagne s'est appuyée sur la demande
des autres pays de la zone euro pour cette adaptation. Donc, et ce qui est troublant, et ce qui est inquiétant, sur la demande ce qui est troublant, ça n'est pas du tout tel ou tel type d'adaptation économique, c'est que les Allemands, alors je ne sais pas si je dois dire le patronat, les dirigeants, certainement pas la population, semblent ne pas accepter l'idée ou ne semblent pas voir cette évidence. Et c'est inquiétant parce que ça rappelle l'irrationnel allemand sur ces concepts. Ça nous rappelle la déflation brunine, ça nous rappelle en fait cette raideur allemande, cette incapacité à voir l'ensemble de la situation. C'est le drame de l'histoire allemande. C'est ça le problème. Je vous interroge juste une seconde parce qu'il se trouve que là on va entrer dans l'austérité, mais d'abord je voulais vous rappeler que le modèle allemand qui contient justement l'austérité est en permanence rappelé en France, à la télévision notamment. Regardez. Un pays peut se prévaloir d'avoir beaucoup mieux traversé la crise que les autres. Il s'agit de l'Allemagne, bien sûr. Le fameux modèle allemand. Accord de compétitivité, baisse du coût du travail. Nos voisins affichent non seulement une belle croissance, mais détiennent également un taux de chômage excessivement bas. Il y a moins de 6% de chômeurs en Allemagne, alors que nous avons franchi la barre des 10% dans l'autre sens, malheureusement. Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle allemand? Eh bien, parfaitement. Et c'est ce qu'on aurait dû faire depuis des années. Alors, en matière de compétitivité, on le sait, l'Allemagne est souvent citée en exemple. On a beaucoup de choses à apprendre de l'Allemagne, mais je crois qu'on en a plus dans la gestion de l'État que dans celle du marché du travail et de l'efficacité sociale. Aller en cours le matin, faire du sport l'après-midi, ce modèle est bien connu en Allemagne, il va peut-être être instauré en France. On allait tout faire comme les Américains, maintenant on va tout faire comme les Allemands. Nous sommes au cœur de l'Allemagne qui gagne, celle qui sert de modèle à toute l'Europe. On y retrouve les grands noms de l'industrie allemande. Les entreprises de cette région produisent autant de richesses que la Belgique. Guillaume Duval est venu nous rejoindre. Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Alternative économique. Vous venez de publier un nouveau livre, Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes. Et alors d'après vous, il y a un mythe justement qui est la ville dure, y compris en Allemagne, c'est de penser que la bonne santé économique des Allemands est due principalement à la cure d'austérité qui a été imposée par le chancelier Schröder pendant les années 2000. Et vous dites qu'en réalité, c'est pas ça, d'après vous, la raison de la bonne santé économique allemande. C'est plutôt parce qu'ils sont spécialisés dans l'industrie des biens de consommation et l'industrie d'automobiles haut de gamme, et que c'est ça qui a permis, au moment du décollage des pays émergents, de faire que l'Allemagne est devenue une telle puissance économique, à l'export en particulier. Oui, donc il y a des raisons structurelles très anciennes, donc la décentralisation du pays, on l'a déjà évoqué, la cogestion dans les entreprises, c'est très important. La puissance des syndicats, vous voulez dire. La puissance des syndicats dans les entreprises, c'est très important. Mais au-delà de ça, dans la période récente, il y a trois raisons, à mon avis, qui expliquent le rebond allemand. C'est d'une part la mauvaise démographie allemande. L'Allemagne a profité dans les années 2000 de son déclin démographique. Je sais que les Français considèrent toujours que c'est super parce qu'eux, ils ont plein de gamins, plein de jeunes, etc. Mais dans l'immédiat, si vous voulez, quand on a des gamins et des jeunes, ça fait plein de dépenses en plus. Il faut les loger, les nourrir, leur payer des téléphones portables, les éduquer. Ça fait plein de dépenses privées et publiques en plus. Et ça a eu surtout un impact majeur sur un domaine très, très lourd pour les budgets des ménages, c'est l'immobilier. L'Allemagne, c'est un pays qui a perdu en gros 500 000 habitants depuis le début des années 2000. La France, c'est un pays qui en a gagné 5 millions. Ça a exercé une pression très forte sur l'immobilier. Donc les prix ont été multipliés par 2,5 en France. Ils n'ont pas bougé en Allemagne jusqu'à ces 2 dernières années. Ça fait un écart de 1 à 3. Un logement neuf en France, ça coûtait 3 800 € du mètre carré en 2011. Un logement neuf en Allemagne, ça en coûtait 1 300 € du mètre carré. On a un écart formidable sur un des postes principaux de dépenses des ménages. C'est pour ça, et pas du tout pour les réformes Schröder, que les Allemands ont pu supporter une austérité prolongée aussi longue, et notamment des coûts salariaux, des évolutions de coûts salariaux aussi faibles. Depuis la crise, en plus, donc ils sont spécialisés effectivement dans les biens d'équipement, les machines et les grosses voitures. Et ça, quand les usines poussent comme des champignons en Inde, en Chine, au Brésil, etc., c'est des machines allemandes qu'on installe. Même quand Renault installe une usine à Tanger, c'est des machines allemandes qu'ils installent. Donc ça a bien profité à l'économie allemande à ce moment-là. Et la troisième chose, c'est que les Allemands se plaignent assez souvent du coût de la réunification. Alors c'est vrai que ça leur a coûté cher, mais c'est vrai que nous aussi, on a participé au financement de la réunification avec les politiques qui ont été menées à ce moment-là et les difficultés des années 90. Mais au bout du compte, l'Allemagne a été la grande gagnante de la chute du mur. Elle en a beaucoup profité parce qu'ils ont réussi à réintégrer très rapidement et très fortement les pays d'Europe centrale et orientale dans leur système productif. Si vous voulez, avant la chute du mur, le pays à bas coût qui fournissait
remplissait l'industrie allemande, c'était la France. Après la chute du mur, c'est la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, etc. Mais simplement, il y a un écart de coût du travail de 1 à 5 encore aujourd'hui entre la Pologne et la France. Et donc ça a donné ça a dopé la compétitivité coût de l'industrie allemande. L'industrie française n'a pas réussi à faire aussi bien. On essaye maintenant de faire un peu le même genre de choses avec le Maroc. Donc quand on vous lit, on se dit que ce qui est fou, c'est que les Allemands sont persuadés que c'est cette cure d'austérité qui leur a été bénéfique et que donc ils voudraient l'imposer à tout le monde, pensant que ça sera bénéfique, alors que d'après ce que vous dites, ça n'est pas bénéfique, mais ils vont l'imposer quand même, ou en tout cas ils vont tenter de l'imposer quand même. C'est franchement tragique. Parce que, si vous voulez, la réaction des Allemands est compréhensible. Ils ont beaucoup souffert avec Schröder. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Ils ont eu leurs communes qui ont été dans des états financiers déplorables. Ils ont fermé plein de services publics. Et ils croient que c'est pour ça qu'ils vont mieux. Je crois qu'ils se trompent. Mais dans la mesure où ils ont vécu ça, eux, ils ne peuvent pas accepter d'aider les autres sans que eux en chient autant qu'eux. Hein. Et le problème, c'est que c'est vraiment suicidaire pour l'Europe, parce que c'est vrai que la période Schröder n'a pas eu de conséquences plus négatives pour l'Allemagne et pour l'Europe, uniquement parce qu'ils étaient seuls à faire ça à ce moment-là. Simplement, et ça, quand tout le monde s'y met en même temps, on a ce qu'on a aujourd'hui, la récession, le chômage qui explose, et on n'arrive pas à se désendetter, parce qu'en période de récession, on n'arrive jamais à se désendetter. Simplement, ce qui est vraiment tragique dans cette affaire, c'est que c'est contraire aussi aux intérêts des Allemands eux-mêmes, de l'Allemagne elle-même, parce que ça ne peut pas être l'intérêt de l'industrie allemande, de l'économie allemande, d'étouffer le reste de l'économie européenne. Or, c'est ce qu'ils font. Et d'autre part, ça ne peut pas être l'intérêt de l'Allemagne de faire en sorte que les autres pays européens ne puissent pas rembourser leur dette, parce que leur dette, elle est détenue pour une bonne part par les Allemands eux-mêmes. Merkel va réussir un miracle, c'est qu'elle va faire perdre l'épargne des Allemands pour la 3e fois en un siècle. Alors, Jean Quatremer, Guillaume Clossard, on va ouvrir un peu le débat. Voilà, je vous rejoins tout à fait sur cette vision, non pas allemande, mais la vision de Mme Merkel. Donc, c'est une vision de Mme Merkel, CDU, alliée au FDP des libéraux, et plutôt ultra-libéraux, comme on le dirait en France, plutôt anti-européens. Parce que cette vision très punitive, effectivement, de la crise de la zone euro qu'a imposée Mme Merkel, puisque au départ, il faut voir qu'en 2010, l'idée c'était de faire payer aux Grecs le fait qu'ils ont fait énormément d'erreurs économiques, ce qui est vrai. Mais donc on leur a fait payer, payer et encore payer, au lieu de proclamer immédiatement la solidarité de la zone euro à l'égard des pays qui avaient des problèmes, quitte après à les aider à se remettre sur le droit chemin. Je rappelle que, par exemple, en janvier-février 2009, donc un an avant le début officiel de la crise de la zone euro, quand les Grecs ont avoué qu'ils avaient menti sur leur déficit, c'est là où ça a commencé. Il y avait eu une première alerte juste après la crise bancaire de 2008, la faillite de Lehman Brothers, où on a vu les taux d'intérêt sur 10 ans qui commençaient à s'écarter. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait en Allemagne une grande coalition CDU-SPD. Et à l'époque, le ministre des Finances, SPD, était M. Steinbrück. Il y a eu des réunions entre la France, l'Allemagne, la Banque Centrale Européenne et le président de l'Eurogroupe en disant il faut faire quelque chose. Et on a chargé M. Steinbrück qu'il n'y avait aucun problème. Mme Merkel était d'accord à ce moment-là en disant, et qui a fait une déclaration disant quoi qu'il se passe sur les marchés, la zone euro sera solidaire des pays attaqués. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de ces déclarations faites en février 2009 à Berlin par M. Steinbrück? Eh bien, les taux d'intérêt se sont resserrés, fin de la crise. Et cette proclamation-là, après les élections de septembre 2009, au moment où on a eu une nouvelle coalition CDU et ultralibéraux et anti-européens du FDP, on l'a jamais eu, cette proclamation. Cette proclamation de solidarité, elle est arrivée en août 2012, après un voyage de la chancelière en Chine, où les Chinois ont dit à la chancelière, maintenant ça suffit parce qu'on a de l'argent, on va perdre de l'argent. Donc que Mme Merkel ait cette vision punitive de la politique économique de la zone euro, c'est tout à fait exact. Mais il faut dénoncer Mme Merkel, pas l'Allemagne, pas son histoire. Et surtout que... Je situe le virement de la politique de Mme Merkel plus tôt. 2010-11. Elle a réagi au départ. Pourquoi? La raison a été ici, dans cette ville. Parce que le voisin français a cherché la Sainte-Alliance avec les Britanniques. Attention, contre les Allemands. Et ça, elle n'a pas oublié. Ça n'a rien à voir avec les libéraux allemands. Rien du tout. Elle a changé ensuite. Et on a eu, je dirais, un an de retard à cet égard, oui. Là, on est vraiment au cœur du débat. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses qui vont... Si on parle de la politique allemande ou si la politique française. Attendez. On va aussi parler de la politique française. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui se jouent et que Guillaume Duval a très bien souligné.
Il y a une première chose qui est la stratégie de spécialisation industrielle. Moi, je me rappelle, étudiant au début des années 90, on m'a dit, rapport Fontanet, etc., tous les rapports depuis le début des années 80 se succédaient pour dire que la stratégie de spécialisation industrielle de la France était suicidaire. Et on n'a quasiment pas bougé depuis 30 ans. Et là, je me dis, il y a quand même un problème politique, national et industriel. Et il y a aussi un problème. Et M. Beffa l'a expliqué dans son bouquin. Il a dit, voilà, les grandes entreprises françaises, elles ont cherché la croissance par facilité, par acquisition des petits, quand il y avait du talent, plutôt que de les laisser croître, et par expansion à l'étranger. Et avec peu de produits de première classe. Et avec peu de produits de première classe. Et là, je suis désolé, mais là, il y a une responsabilité politique et industrielle majeure. Et ça mérite quand même qu'on mettre ce sujet au cœur de nos débats, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est un peu à cause de ça, et même beaucoup à cause de ça. Pardon. Je vous donne l'exemple. Premier point. La plus grande histoire à succès lors de la réunification allemande a été une marque française. Vous la connaissez? Renault. On avait, enfin, je pense qu'on avait des boulevards devant nous. On avait des boulevards en Chine où les Chinois nous disaient augmentez la qualité de vos voitures. On a été incapable de le faire. Et donc il y a un vrai sujet quand même qu'il faut mettre sur la table. Le deuxième sujet, c'est en effet que quelque part l'Europe ne peut avancer que s'il y a une dynamique franco-allemande. Je ne crois pas au moteur exclusif. Je pense que c'est une imbécilité, parce que si c'est l'unité totale, eh bien, on a tous les autres Européens contre nous. Mais en revanche, il faut qu'il y ait une dynamique de confiance. Et essayer de mettre l'Angleterre dans le jeu ou de mettre des tiers, eh bien, ça fout le bordel. Essayez de créer un rapport de force. C'est ce que Mme Merkel a fait sur le budget. Oui, hein. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je dis que ça fout le bordel. Mais le budget, terminé. Non, mais juste le budget. L'exemple du budget. L'exemple du budget, c'est que le budget, la base du budget, on était à 900 milliards sur la base de l'accord franco-allemand. Plus, on est arrivé à 960. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué les négociations, chers amis? L'agriculture, d'une part, et de l'autre côté, les Anglais. C'est toujours ce qui coince entre les Allemands et les Français, c'est l'agriculture. Non, mais juste une phrase pour terminer. Juste pour terminer. Si aujourd'hui, on n'est pas en guerre entre la France et l'Allemagne, et j'espère qu'on ne le sera pas. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui s'appelle la confiance. On a essayé depuis 60 ans de créer notre relation sur la confiance. On a fait des erreurs, et des erreurs graves sur la gestion de la crise. On savait ce qu'il fallait faire, mais personne, et je suis désolé de le dire, ni les Français ni les Allemands n'ont eu le courage de développer la vision stratégique et politique qui était nécessaire pour le mettre en œuvre. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui, qui est de savoir si dans un monde qui a profondément changé, il y a un siècle c'était simple, la France, le Royaume-Uni avaient chacun leur empire. Nous représentions 10 ou 15% de la population mondiale. Aujourd'hui, on en représente un petit pourcent. Donc, on voyait les choses de manière un petit peu différente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, est-ce qu'on veut ou pas bâtir cette Europe? Et est-ce que le moteur franco-allemand a ou non une responsabilité en s'ouvrant aux autres pour proposer un projet pour les Européens? Sorti par le haut. Juste simplement, de mon point de vue un peu naïf toujours, mais on parle que d'économie quasiment depuis tout à l'heure. Non, quelques mots de politique. Non, ce sont que des rapports économiques, des chiffres, etc. Et c'est assez extraordinaire parce que, au fond, est-ce que tout ça, ce n'est pas l'illustration de la faillite du projet européen comme simple construction d'un grand marché économique, etc., qui est en train de se casser la gueule de tous les côtés et dont on voit l'illustration par les reportages qui étaient là tout à l'heure. Je me rappelle, par exemple, un des derniers vrais moments de rapprochement franco-allemand, je dirais au-delà des gouvernements, assez fort. Moi, ça m'avait assez fasciné. C'était quoi? C'était pendant la Deuxième Guerre d'Irak, quand les Français et les Allemands de concert se sont opposés à la position anglo-américaine et plutôt à l'initiative de la France en l'occurrence, mais ont marqué une vraie position politique dans une vraie question internationale. Plutôt à l'initiative de l'Allemagne. Autre chose, la question, j'y reviens peut-être parce que on écrit tous des livres. La question des langues en Europe. L'Europe est une mosaïque de cultures. C'est une même culture, mais c'est en même temps des cultures extrêmement différenciées. Qui s'intéresse aujourd'hui dans la
construction européenne, à la question des langues. Jean Quatremer écrit des choses très intéressantes là-dessus sur son blog, mais comment se fait-il que les Allemands et les Français, les autorités politiques de ces deux pays aient complètement abandonné la défense à Bruxelles? Non, mais aujourd'hui, ça s'effondre complètement. Est-ce que toutes ces questions-là ne sont pas aussi intéressantes pour définir une identité européenne que les questions économiques? Et deuxièmement, est-ce que toutes ces questions-là peuvent trouver une solution dans une Europe à 20 ou 25 membres? C'est évidemment impossible. Ça pourrait avoir un sens dans une Europe à 5, 6 États assez proches par leur niveau économique pour construire quelque chose ensemble. Moi, il me semble que si on ne revenait pas vers cette échelle-là, ce qui semble très utopique aujourd'hui, tout ça n'a plus aucun intérêt, plus aucun sens et va vers un chaos de plus en plus généralisé. Voilà. Oui, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Guillaume Duval. Ce n'est pas une page de publicité, mais je considère que son livre est un petit chef-d'œuvre sur l'Allemagne. Si vraiment vous voulez comprendre ce qu'est l'économie, ce que sont l'économie et la société allemande, vous lisez le bouquin de Guillaume Duval, Made in Germany. Cela dit, je termine. Il a terminé sur cette contradiction apparente qui était, mais pourquoi est-ce que l'Allemagne demande à tous ses partenaires de faire quelque chose qui lui serait défavorable? J'ai bien compris. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et inquiétant. C'est-à-dire demander à tous ses partenaires des politiques de compression de la demande qui ne peuvent aboutir qu'à confirmer l'Europe dans sa situation de trou noir de l'économie européenne, c'est vraiment inquiétant. Et c'est ça... Est-ce qu'ils achèteront moins de produits allemands par la même occasion? Je reprends ce qu'a dit Guillaume Duval. Et j'essaie de voir ce que peut en faire un historien qui se pose honnêtement des questions sur l'Allemagne, sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle est en train de devenir. Ça pose la question, il faut interpréter, je veux dire, les Allemands font quelque chose qui en apparence est pas bon pour eux-mêmes. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais je veux dire, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être du pur irrationnel, et effectivement cette espèce de mentalité d'autodiscipline et d'autopunition qui fait du bien. Je veux dire, il m'est arrivé d'être masochiste dans mon existence, pas en un sens sexuel, en un sens du travail, et je peux comprendre les attitudes allemandes. Mais c'est un irrationnel. Ou alors ça peut être, et je crois que c'est le plus inquiétant, ça peut être quelque part, je m'intéresse beaucoup, en fait, j'essaie de comprendre ce que sont les attitudes du patronat allemand derrière Angela Merkel. Parce que moi, je pense que c'est le patronat allemand qui est aux commandes, en fait, du système. Et ben, ce qui est mauvais en termes de bien-être est bon en termes d'élimination de la concurrence intra-européenne. Et si, effectivement, l'Allemagne est dans une recherche de puissance économique et de maîtrise de l'Europe occidentale, c'est ce qu'elle ferait malgré tout. Je veux dire, ce genre de politique, si certes il ne fait pas du bien potentiellement à la population allemande, je veux dire, il assure en fait, c'est-à-dire dans 4 ans, il n'y aura plus d'industrie française digne de ce nom. Et ce que je dis, je ne dis pas, je ne suis pas sûr. C'est des questions que je me pose, mais je me dis que quand même, on est historien. Je veux dire, on ne va pas quand même exonérer a priori l'Allemagne de toute attitude irrationnelle, négative et de puissance. Et c'est pour ça, je termine et ensuite j'ai fini, c'est pour ça que je recommande, à propos de cette Allemagne si sympathique et si nécessaire, l'application d'une certaine forme de principe de précaution, compte tenu de ce que nous connaissons de l'histoire. Très vite, Ulrike Guérot, parce que je voudrais qu'on parle de l'exposition qui divise les Français. Absolument, mais très vite. Un peu de différenciation. D'abord, je voudrais dire que moi aussi, j'adore le livre de Guillaume Duval. C'est l'unanimité. Voilà. Donc, mais la chose, c'est quand même qu'il faut en prendre et à en laisser. L'Allemagne fait certaines choses très bien et l'Allemagne fait certaines choses pas très mal. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la France. Pour l'Allemagne, je voudrais aussi un peu casser cette image du mythe allemand que tout le monde aujourd'hui en Allemagne vit bien. Les Allemands ont perdu, il y a des souches en Allemagne qui vivent très mal, qui vivent plus mal que certaines Françaises. Et donc il y a aussi une image un peu rosâtre en France sur l'Allemagne qui en fait ne reflète pas la réalité. Donc je voudrais d'abord faire un plaidoyer, qu'on fasse un peu une différenciation. Il n'y a pas tous ceux Allemands qui nagent dans les BMW. Il y a une Allemagne très différenciée aujourd'hui. Et c'est justement un effet de Hartz IV
a des réformes qu'on a fait. Mais là aussi, je voudrais dire que la discussion en Allemagne est en train de changer. Ça fait quelques semaines qu'on est en train de réaliser en fait les dégâts qu'on a peut-être fait avec les réformes de Hartz IV. Donc il y a aussi des changements dans le discours allemand sur les retraites et tout. On est aussi en train d'être perceptible à la pression extérieure. On n'est pas quand même face à toutes ces images de la Chypre, de la Grèce. On n'est pas comme ça que ça coule comme de l'eau sur nos épaules. Donc l'Allemagne, ça change et il n'y a pas une espèce de dominance du patronat allemand comme ça, comme si c'était un pouvoir. Très vite, un dernier mot, Jean Quatremer, parce qu'on va parler de peinture après et je vous redonne la parole. Non, non, mais je suis tellement sidéré par le discours circulaire d'Emmanuel Todd. Non, mais je ne reviendrai pas dessus. Non, simplement. Alors, un petit point qu'a soulevé tout à l'heure Ulrike Guérot et qui, à mon avis, est un point fondamental dans les rapports franco-allemands. Les Allemands ont fait des offres politiques à la France. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que l'Allemagne dit on peut continuer à faire l'euro, mais à condition s'intégrer davantage de solidarité financière, mais à condition qu'on mette davantage de démocratie dans le système. Davantage que l'on fasse. Donc c'est ça ce qu'on appelle le fédéralisme. Légitimation politique. Voilà, légitimation politique. C'est pas plus de concentration à la tête du système, mais davantage de démocratie, parce que le système actuel n'est pas démocratique. Et les Français refusent, parce que mettre du parlementarisme, mettre de la démocratie dans le système, c'est reconnaître quelque part que le roi est nu, que le président français ne décide plus seul. Et ça, on a du mal. Marie-France Garot, un dernier mot sur ce sujet. Je voudrais dire quand même deux mots. D'abord, ce que vous avez dit, madame, en ce qui concerne le choix de la monnaie n'est pas tout à fait exact. La monnaie qui avait été retenue était la monnaie commune. Ça s'appelait même l'écu à l'époque. Oui. Ça s'appelait l'écu. Et c'est en fait le chancelier Kohl qui a écrit une lettre à François Mitterrand, tout de suite après la réunification, pour demander à un entretien avant le sommet d'après, qui était le sommet de Dublin, et c'est au cours de cet entretien qu'il a dit qu'il avait besoin... C'est Jacques Delors en 88 au sommet de Hanovre avec Hans Friedrich Genscher. Revenons pas sur le... Non. Oui, c'est Jacques Delors quand même dans le sommet de Hanovre j'ai vu en février 84. Bon, alors, quand même, faut tout de même pas exagérer. Bon, c'est lui qui l'a écrit. Bon, d'accord. Bon, par conséquent, c'est pas tout à fait exact. On était parti sur la monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie qui permettait aux États de survivre dans leurs décisions de souveraineté. Bon, on a abandonné pour la monnaie unique qui introduit cette situation dans laquelle nous sommes. Quant à l'Europe du Sud, il faut tout de même se souvenir que cette organisation n'était pas faite pour l'Europe du Sud. C'est bien le ministre des Finances allemand, à mon souvenir, qui a dit « Ah non, pas les pays du Club Med ». Et ce qui excluait l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Ils sont rentrés un peu par effraction et les a acceptés. D'autre part, nous avons un débat qui est exclusivement économique. Alors c'est important l'économique. On va arriver à la peinture. Mais oui, ça me paraît beaucoup plus proche de la réalité. Mais si vous voulez, tout le débat est... On parle de couple en permanence, mais on peut peut-être vivre sans être en couple quand même. Hein. C'est au moment où justement on veut plus de couple dans la vie conjugale. On est là, si j'ose dire, mariage pour tous. Oui, non, mais si je peux dire, je vais prendre un mot grossier. On veut être maqué avec l'Allemagne. Ben non, elle a sa politique et nous avons la nôtre. Et si nous n'avons pas, si nous mettons la sienne, nous aurons les mêmes insatisfactions rapidement. Il faut tout de même se souvenir que le parti soi-disant affiché comme pour la sortie de l'euro fait 20% dans les sondages en Allemagne, que monsieur... Ah bah écoutez, je suis désolé, en tout cas, le jour ne se trompe. Bon, d'accord. Bon, les sondages, c'est toujours incertain. Que tout de même, monsieur Oscar Lafontaine est moins... Non, je suis obligé de vous interrompre. Non, mais que monsieur Oscar Lafontaine, quand même, n'est pas rien dans la vie politique allemande, et que par conséquent, quand il dit que les tensions vont entraîner des fractures dans la zone euro, c'est clair. D'autant que si tous les pays mènent la politique restrictive de Mme Merkel, elle n'a plus de marché européen. Par conséquent, la crise est pour tout le monde. Il y a des limites au-delà desquelles on ne peut pas survivre à quelque chose qui ne peut pas. L'Allemagne peut, à mon avis, se tourner vers d'autres cieux. Elle a raison. Seulement, dans ce cas-là, nous, la France, on reste avec notre chagrin en ayant perdu une bonne partie des atouts que nous avions et surtout ayant perdu, je veux dire un mot là-dessus. Non, mais c'est le fond de tout. C'est le fond de tout en un mot. Nous, quand nous signons un traité, comme le traité dit de stabilité, il s'applique automatiquement. Quand l'Allemagne signe ce traité, la Cour de Karlsruhe dit oui, on peut le ratifier. Mais si le Bundestag, qui gère la démocratie allemande, constate qu'une clause du traité entraîne une altération de la démocratie allemande
dans la mesure où ça dépend du bout de ça, alors là, on ne l'applique pas. Autrement dit, les traités sont automatiques pour les autres et potestatifs pour l'Allemagne. Ça crée une sacrée différence. Alors, on s'arrête là sur l'aspect politique et économique. Je remercie Guillaume Duval et Benoît